Bon, j'étais un peu négatif la semaine dernière, mais vous avez plutôt apprécié. Donc cette fois-ci, on va parler des 7 choses que je veux absolument voir dans le prochain James Bond. Allez, c'est parti. On va commencer direct avec quelque chose qui est très simple, mais pourtant c'est la première chose qu'on voit du film. C'est évidemment, je veux parler des affiches. J'ai eu marre en fait des affiches de l'ère de Daniel Craig. Certaines mauvaises langues diront que ça représente l'ère de Craig, tout est centré autour de lui. Et c'est vrai que les affiches de l'ère Craig, bah, je suis un peu déçu. Ça fait pas affiche de James Bond, quoi. Ça fait affiche de film, d'action, ça fait affiche de film assez simple. Moi, je veux le retour des vraies affiches des années 70, 80, 90, où vraiment, tu voyais l'affiche, tu voyais tout le film. Je prends des exemples, Vivre et laisser mourir, L'espion qui m'aimait, toute l'ère de Brosnan, tous les films de l'ère de Brosnan, vraiment c'était ça quoi. Tu t'arrivais, tu voyais James Bond en grand, les James Bond girls, les méchants, les actions, les véhicules et tout, vraiment tu étais explosif. Rien que l'affiche te donnait envie d'aller voir le film. Et moi je veux ce retour. Et moi je veux un retour d'affiches un peu photoshopées avec presque trop de choses des fois. Mais j'aime ce côté waouh! Que quand tu arrives au cinéma, tu vois ces affiches, quand tu l'affiches chez toi, elles sont spectaculaires. Vraiment, il y a plein de private jokes, il y a plein de petites choses. Et ça encourage d'aller voir le film. Et moi, ça me manque. Alors, autant dans les années 60, 70, 80, c'était du dessiné. Personnellement, j'adore par exemple l'affiche de The Living Daylights, qui était, je crois, la dernière affiche dessinée encore. Donc, on avait vraiment dessiné tous les personnages. Mais on voyait tellement de choses dans le film et ça t'encourage à aller voir le film. Presque, tu vas voir l'affiche, tu te dis, bon, je suis presque déjà spoilé à l'avance. Ah, tiens, cette scène, elle est dans l'affiche, ça et tout. Faites le retour, quoi. Faites le retour. Donc, en fait, les affiches, c'est très simple. Il y a James Bond, les James Bond girls autour de lui, les bad guys un peu alentour et les actions, en fait, ce qui va se passer. Et par pitié, faites pas moi les affiches photoshopées qu'on fait maintenant sur tous les films Marvel et tout. Vraiment, moi, je veux voir du vrai art, quoi, du vrai. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va encore parler du visuel et on va même pas parler du film. Je veux un vrai clip vidéo pour la musique du film. Je fais partie de la génération MTV, même si j'ai eu MTV très tard, mais vous savez, dans les années 80, 90, 2000, il y avait sur MTV, vous aviez les clips vidéo. C'était quelque chose de très populaire. La mode a été lancée par Michael Jackson avec Thriller en 83, plus ou moins. Les clips vidéo existaient avant, mais c'est lui qui a vraiment, il a mis un autre niveau au clip vidéo avec Thriller, Bad, Ghost. Ghost, je crois que c'est le clip vidéo le plus long de l'histoire actuellement. Je crois qu'il fait 40 minutes le truc. Enfin, c'est un film. Et moi, j'aimais bien quand, dans les années 90, vous aviez des vrais clips vidéo. Pour la musique de GoldenEye avec Tina Turner, Le Monde ne suffit pas, avec Garbage, vraiment c'était un mini-film. Pour Die Another Day, par exemple, un autre jour, Madonna, à l'époque, le clip, c'était l'un des clips les plus chers de l'histoire. Je crois qu'il reste encore dans le top 10 des clips les plus chers de l'histoire. Je vous invite à voir la vidéo de Pop Slay qui a fait le top 10 des clips, les clips les plus chers, et en fait, il fait partie dedans. Et moi, ça me manque. Moi, j'aimais bien voir la chanson du film, l'artiste qui chante la musique du film, avec des scènes entrecoupées du film. Et vraiment, c'est cool. Le dernier qu'on a eu, c'était Writing on the Wall de Sam Smith. Mais voilà, voilà. Le clip de Billie Eilish, c'est fade. Adele, alors pour l'instant, Adele, c'est le clip qui a été le plus vu, mais Adele, elle a triché, elle a juste mis des paroles de la chanson qui défile. Vraiment, c'est en mode, on a fait le karaoké, le clip du film et l'affiche promotionnelle, enfin tout en même temps, histoire de gagner de la thune. Mais moi j'aime bien voir ça. C'est vrai que les clips vidéo, c'est quelque chose de moins en moins populaire. On écoute tout sur Spotify ou sur les plateformes de streaming. On écoute moins de la musique sur YouTube, sauf les deux pecnos qui ont YouTube Premium. Mais on regarde pas les clips. Et les clips, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher à produire. C'est plusieurs millions de dollars, c'est beaucoup de travail. Il faut venir un artiste, il faut venir toute l'équipe technique. Le retour sur investissement n'est pas ouf. Mais pour autant, ça apporte vraiment une grosse plus-value, je trouve, au film. C'est vraiment une grosse qualité. Moi, j'aime bien regarder ce genre de choses. Par exemple, Aha, quand ils avaient fait pour The Living Daylights, le clip était incroyable. Pareil, Duran Duran, quand ils ont fait pour A View to a Kill, ils filment sur la Tour Eiffel et tout. C'était les effets spéciaux, c'était les premiers effets spéciaux en 85. Mais moi, je veux voir ça. Je veux voir ce côté, le film. Mais je vais parler de tout ce qui est autour du film. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Vraiment, tu regardes le clip, tu le partages sur Facebook, tu l'analyses, tu commences à découper des petites séquences, tu dis tiens, ça c'est dans le film, peut-être qu'on n'a pas vu encore et tout. Voilà, donc moi je sais pas, moi je suis quelqu'un qui est très vidéoclip, j'adore les vidéoclips, je trouve qu'il y a beaucoup de c'est un sous-art qu'on n'exploite pas assez. Et par pitié, pas de trend TikTok. Je dis ça parce que maintenant beaucoup d'artistes en fait, plutôt que de lancer un clip, ils lancent des trends TikTok.
Par exemple, je prends l'exemple de Meghan Trainor, que j'aime beaucoup aussi à écouter, surtout à Noël, parce qu'elle a fait un album de Noël. Elle a fait une musique avec Dear Mama, I'm Not Your Mama ou je sais plus quoi. Et en fait, elle a fait un clip qui a coûté une fortune parce qu'elle a invité la mère des Kardashian, Kylie Jenner, non Jenner, je sais plus comment, bah, la mère Kardashian. Le clip a coûté une fortune, très beau clip, mais très peu de vues. Je crois qu'elle a eu genre 50 millions de vues, un truc comme ça. En même temps, elle a lancé un trend TikTok où justement il faisait la danse par rapport à la musique de son clip. Et là, ça a été viral parce que tout le monde commence à refaire la danse et tout. Par pitié, je ne veux pas de trend TikTok. J'aime bien TikTok, j'ai rien contre, je suis moi-même sur TikTok. Par contre, un trend TikTok sur la chanson de James Bond, ok, si c'est bien fait, ok. Mais sinon, non. Genre, si vraiment il y a un truc stylé en mode quelque chose de. Pas genre une vieille danse avec des chorégraphies. Non, non, par pitié. Vraiment, je veux un truc sérieux, bien fait. Ok, ok, je serais prêt à accepter. Vraiment. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Mais sinon, voilà, un retour d'un bon vieux clip à l'ancienne. Ok, s'il vous plaît. Numéro 3, je veux le retour des gadgets, mais des gadgets fun, s'il vous plaît. D'accord? Des gadgets cool. Alors, on a eu, avec l'Air Craig, vraiment, c'était le désert. On a eu la petite radio, le flingue biométrique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Bah, la montre qui fait, qui explose. Et la montre, la dernière Omega, c'est celle qui fait la champ magnétique. Mais moi, je veux de l'ancien, quoi. Moi, je veux la montre laser. Je veux la montre grappin. Moi, je veux les lunettes qui voient à travers les vêtements des femmes. Vraiment, moi, j'adore quand James Bond il utilise ce genre de petits gadgets à deux fois. Vraiment pour s'en sortir d'une situation et pour faire pour être fun. Par exemple, quand dans Vivre et laisser mourir, il utilise l'aimant pour dézipper la robe de la fille, alors qu'après, il l'utilise dans le film. J'aime bien. Quand Pierce Brosnan utilise les lunettes pour voir à travers les vêtements, la lingerie des femmes dans le casino, mais en même temps, il permet de voir les armes du méchant. C'est cool. Et il y a une double utilisation, c'est fun, c'est léger, ça te donne envie encore plus d'acheter des trucs. Je veux dire, demain, ils me sortent des lunettes qui peuvent voir à travers les vêtements. Même si c'est des lunettes Tom Ford qui coûtent 300 balles, on va tous acheter ces lunettes à 300 balles parce qu'elles sont stylées, machin et tout. Et surtout que tout le monde va vous dire la remarque, est-ce qu'ils voient vraiment à travers les vêtements? Tu dis, bah non, désolé, non. Mais voilà, je veux ce retour de gadgets fun, utile certes, mais par exemple, dans Demain ne meurt jamais, quand il y avait le téléphone portable qui faisait télécommande de voiture, empreinte digitale, plus il faisait, comment il s'appelle, enfin, électrochoc. C'est fun, c'est cool. Et moi, je veux voir ça aussi. Enfin, je veux que des gadgets que tu aies envie d'acheter, que tu as envie de posséder parce que tu dis, bah, il y a une valeur ajoutée. C'est pas juste pour te sortir de la situation. Donc voilà, je veux le retour de la montre laser. La montre laser, il a utilisé deux fois. Il l'a utilisé dans GoldenEye et dans Die Another Day, justement. Et ça, c'était cool. Et la montre grappin, enfin, c'est cool, quoi. Merde. Faites revenir ça. Oh. Numéro 4, bon, un vrai classique, mais une course-poursuite. Alors, avec l'Air Craig, on a eu que deux courses-poursuites. Non, trois courses-poursuites. On a eu dans Quantum of Solace au début du film. On a eu dans Spectre, qui était. Et dans No Time to Die, à la scène d'ouverture. Alors, déjà, je veux qu'on arrête ces scènes de poursuite dans les scènes d'ouverture. Je trouve que ça plombe le film. Moi, j'aime bien quand la course-poursuite, elle est au milieu du film. Vous savez, vous avez tout le film et tout. À un moment donné, Jason Bond, il fait une course-poursuite. Et après, on passe dans le climax final, un peu dans la troisième partie du film. Et moi, j'aime bien qu'au milieu du film, il y a la course-poursuite, quoi. Des vrais, à l'ancienne, avec des gadgets et tout. Celle de No Time to Die, je trouve que c'est de loin la meilleure de l'Air Craig. On a la DB5, on a des gadgets, on a des explosions et tout. Pour moi, si je devais citer mes trois meilleures, mes trois préférées, c'est celle de L'espion qui m'aimait, avec la Lotus, qui est incroyable. Je veux dire, la scène a presque 50 ans, elle a très bien vieilli. Meurt un autre jour, vraiment, la stun contre la Jaguar sur le palais de glace, sur le lac gelé, avec des gadgets de Zezao. Moi, j'adore. Enfin, franchement, pourquoi ils n'ont pas fait ça plus, quoi. Et une que j'adore aussi, c'est dans Demain ne meurt jamais, quand en fait, ils sont dans un parking. Ça peut paraître tout con, mais une scène de course-poursuite dans un parking, ça court pas les rues. Si c'est bien fait, si c'est bien monté, ça marche de ouf. Il utilise tous les gadgets, il est dans un huis clos. Surtout que ça fonctionne, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de prendre toute la ville et tout. Surtout que maintenant, bah, par exemple, on a eu 3 films, on a eu 3 scènes de course-poursuite à Rome. À croire que Rome, maintenant, c'est devenu une autoroute, quoi. Le truc, c'est on a eu Spectre, on a eu le dernier Fast and Furious, Mission Impossible. Donc en fait, on a vu 3 fois la même ville. Et globalement, bah, 3 fois, on n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà, faites-moi un retour de vraies scènes de course-poursuite à l'ancienne, au milieu du film, des gadgets, des bagnoles fun. Alors, peut-être aussi faites des courses-poursuites avec des voitures un peu plus accessibles. C'est mon cinquième point. J'aimerais le retour des produits accessibles. Vraiment. Vous savez, les produits d'exploitation, des choses comme ça, mais qui fonctionnent. Prends un exemple. No Time to Die est sorti. Ok, on sort la Omega. Très bien.
On sort des bouteilles de Bollinger, très bien, sauf que tout le monde ne boit pas du champagne au petit-déj. La bouteille coûte presque 200 ou 300 balles la bouteille. Et globalement, on a plein de produits qu'on ne peut pas acheter. Et moi, j'en ai un peu marre en fait. Moi, je ne gagne pas des millions et moi, j'aime bien avoir des petits trucs que je peux utiliser tous les jours, quoi. Je prends encore un exemple, Meurt un autre jour. Alors oui, c'est un mauvais exemple parce que le film s'appelait quasiment Buy Another Day en Angleterre parce que enfin, tellement il y avait de sponsoring. Mais ça reste toujours la même chose. À un moment donné, Brosnan utilise un rasoir électrique Phil Shave. Tu pouvais acheter ce rasoir dans le commerce et tu te dis, bah, en fait, c'est un produit que tu peux acheter toi. Dans un magasin, tu vas t'acheter un rasoir entre Braun, Philips et quelques autres marques. Tu te dis, ah, il y a le rasoir de James Bond, je suis prêt à mettre allez, 30, 40 euros de plus pour acheter le même rasoir que James Bond. Quand Heineken faisait beaucoup de publicité, alors oui, Heineken n'est pas, c'est pas une très bonne marque de bière, ok, très bien, mais ils faisaient des très jolies bouteilles, par exemple. Vous aviez des très 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 jolies bouteilles pour Skyfall, pour Quantum, pour Spectre aussi. Et ça fait des jolies bouteilles. Moi, j'en ai quelques-unes quelque part, des bouteilles d'Heineken vides. Ça fait un peu alcoolo, je sais, mais bon. Mais elles sont très jolies. Pareil, Coca-Cola. Pour Skyfall, ils avaient fait une publicité Coca-Cola qui était très sympa, vraiment avec les bouteilles et tout. Je crois qu'il y avait jusqu'au Casino Royal encore, il y avait des produits assez accessibles. Vous aviez des smartphones Sony qui étaient spécialement James Bond. Jusqu'à Skyfall ou Spectre, ils utilisaient des téléphones Sony. Moi, j'aimais bien. J'ai un iPhone, je suis en train de réfléchir pour passer chez Android. Oui, je sais, je change de religion quasiment. Mais si demain il y a un super smartphone, mon choix va être un petit peu plus orienté entre un Samsung et un téléphone James Bond. Je serais prêt à hésiter à acheter. No Time to Die, ils ont fait un truc Nokia. Enfin, personne n'a acheté un Nokia No Time to Die, quoi. Parce que, bon, déjà, les smartphones Nokia, c'est pas ouf. Et surtout, on le voit une demi-seconde, le mec, il envoie un vocal, quoi. Donc voilà, moi, par exemple, vous prenez dans Quantum of Solace, quand il prend les photos totalement abusées à l'autre bout de la scène avec son Sony Ericsson C902, là, ça, c'est cool. C'est une bonne utilisation. Dans Another Day, ils ont tous des smartphones. Il y en a un qui est explosif, l'autre qui permet d'utiliser pour reconnaître James Bond. C'est des trucs cool, vraiment. J'ai envie d'avoir des produits accessibles. Alors, je parle pas des petites voitures et tout, mais ça fait partie. Par exemple, pour moi, l'autre jour, j'avais un petit jeu de cartes. Vous avez des montres. Pour No Time to Die, ils avaient sorti la collection des Swatch James Bond. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir des produits qui sont accessibles. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, ils ont ouvert la boutique 007 Store à Londres récemment. Très cool, très sympa, qui est fait pour des millionnaires. Quand vous avez des bagages Globetrotter James Bond à 3000 balles la valise, non. Non, je mets pas 10 000, 3000 balles dans une valise, quoi. Par contre, à titre d'exemple, vous aviez les valises Samsonite. Dans Meurt un autre jour et dans Casino Royale, la petite valise qu'ils ont, c'est des valises Samsonite, les valises d'affaires. Bon, c'est un peu moins courant maintenant les valises d'affaires, on utilise moins, mais tu peux acheter, c'est classe, c'est utile, et c'est dans des prix accessibles. Encore, je crois que c'était 200, 300 euros la valise. Tu peux te permettre d'acheter ça et l'amener tous les jours au boulot, tu mets ton MacBook, un truc comme ça. Au bout d'un moment, oui, James Bond est un homme de qualité, de goût, qui achète beaucoup de choses fabriquées en Angleterre, des choses comme ça à la main. Ok, mais donnez-moi des produits que moi je peux acheter, que le commun des mortels peut posséder, parce qu'au bout d'un moment, pas tout le monde a les moyens d'acheter une Omega. Mais tout le monde a les moyens d'acheter une Swatch. Sixième chose que je veux absolument voir, c'est le retour des punchlines. Je suis en train de me refaire tous les James Bond actuellement, et justement pour un projet vidéo qui va après. Dès le deuxième film, donc c'est Bon baiser de Russie, on commence à voir apparaître les punchlines de Sean Connery. Donc dans On ne vit que deux fois, il lance la fille dans les piranhas et il fait bon appétit. Demain ne meurt jamais, quand il lance le gars dans la presse à journaux et qui dit on écrit n'importe quoi ces derniers jours dans les journaux, c'est génial, quoi. Enfin, c'est top. Et moi, ça me manque genre de petites phrases parce que, d'un, c'est totalement partie de l'humour anglais. Deux, en fait, c'est mémorable et surtout, ça permet un petit peu de montrer plus le personnage. On peut croire que c'est quelque chose qui est un petit peu pour dédramatiser la situation. Or, c'est plutôt pour montrer que le mec, lui-même, il se relâche un peu, qu'il est face à un énorme stress et que justement, ce genre de petite sortie lui permet un petit peu de décompresser. Quand il tue quelqu'un, bah, je pense qu'il ne le fait pas par plaisir non plus. Il sort la punchline, il dit bon, ok, j'ai passé une étape, je viens de faillir mourir, j'ai survécu. On lance une petite punchline, why not? La dernière fois qu'on a vu ça, c'était dans Casino Royale. J'avais regardé le film avec un pote à moi qui est anglais, britannique, et vraiment il a adoré. Il a fini le film, il dit putain, mais le film est tellement bien écrit parce que entre le scénario et les dialogues et surtout les punchlines de James Bond, ils sont incroyables, quoi. Je veux dire, quand elle fait bonjour, je suis l'argent, il en a pour son argent, we have each penny of it. Comme ça, le chiffre, il a des problèmes, il fait ouais, je commencerai à stresser quand je vais commencer à pleurer des larmes de sang. C'est tellement cynique, c'est agressif, mais c'est cool.
Et moi, ça me manque parce que c'est des petites phrases qu'on s'en souvient, qui sont cool. Quand tu rencontres un autre fan, il va absolument te la sortir, évidemment. Et, ah, c'est un Dom Pérignon. Si c'est un 55, vous étiez en train de m'attendre. C'est des petites phrases. Entre fans, on se reconnaît parce que voilà, tu sais, c'est limite, tu vas tester le degré de fanatisme du fan de Bond. Mais c'est cool, en fait, ça me manque ce genre de petites choses. Par contre, ne pas confondre avec ce qui se passe chez Marvel actuellement. Je prends un exemple avec Thor, Love and Thunder, où c'était vraiment horrible. Parce qu'à un moment donné, le problème, ils utilisent l'humour, mais ça dédramatise totalement la situation en cours. À un moment donné, il y a un personnage qui est en train de mourir, ils font toute une vanne avec ça, avec Valhalla et tout. Et en fait, ce qui fait que le dialogue est totalement en train de partir en live parce que tu te dis, bah, tu prends pas au sérieux la mort de quelqu'un. Là, c'est l'inverse, c'est qu'en fait, James Bond vient s'en sortir, il sort la punchline et il dit, limite, bon, on passe à autre chose. Et voilà. Moi, j'aimerais ce genre de petites choses, mais que ce soit bien écrit. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Septième et dernière chose que j'ai envie de voir dans le prochain Bond, c'est un méchant homme d'affaires. C'est quelque chose qui était plutôt plus utilisé dans les années 70, beaucoup dans les années 90, pas du tout dans les années 2000 avec Craig. Mais vous savez, cet homme d'affaires mégalomane qui veut, à un moment donné, il a un projet fou et qui va détruire le monde, il va tuer beaucoup de gens pour son propre enrichissement personnel ou parce qu'il a une idée à la con et que voilà, il veut absolument la faire. Je prends des exemples. Stromberg, dans L'espion qui m'aimait, vraiment, il voulait que les deux blocs se fassent la guerre, justement pour créer sa propre cité sous l'océan, parce que voilà, il était obsédé par ça. Max Zorin, Zorin dans A View to a Kill, plan génial, enrichissement personnel, ancien agent du KGB, il veut inonder toute la Silicon Valley pour pouvoir faire ses propres puces et les vendre beaucoup plus cher, parce que voilà, il sait que toute la planète va dépendre de ses puces. Toute l'ère Brosnan est autour de ça. Vous avez Elliot Carver avec la média des presses, le mec il est en train de créer la guerre parce qu'en fait bah, il peut s'enrichir personnellement entre la Chine et le Royaume-Uni. Electra King qui veut vraiment faire un pipeline pour elle, donc elle est prête à détruire la moitié de la Turquie pour que son pipeline soit le problème, soit la plus puissante et tout. Gustav Graves. Gustav Graves, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur Meurt un autre jour. Pour moi, le gros problème de Gustav Graves, c'est que c'est pas le personnage en lui-même, c'est comment ils l'ont amené. Je disais, en fait, à un moment donné, c'est le colonel Moon qui change d'ADN et tout. Et en fait, en espace de 14 mois, le mec, il passe de zéro à héros. Et il est milliardaire, chevalier de la reine et tout. Et en fait, ça va beaucoup trop vite, ce qui perd en crédibilité. Par contre, j'avais dit, ce qu'ils auraient dû faire, c'est comme dans Les Diamants sont éternels, où justement, Colonel Moon prend la place de quelqu'un, donc comme Blofeld prenait la place de Willard White, et que ça marche, ça fonctionnerait. Moi, j'ai envie d'avoir un Elon Musk, un Jeff Bezos, les mecs dans ce genre-là, un peu, vous savez, les mecs qui font des conquêtes spatiales, ils fabriquent des lance-flammes, des voitures. C'est le mec le plus riche du monde actuellement. Et tu dis, ouais, peut-être qu'il a un plan diabolique, ou alors il y a un méchant d'une organisation qui a pris sa place, que le vrai, il est quelque part en otage ou quelque chose, et qu'en fait, ils sont en train de développer une arme chimique ou un truc comme ça, ou ils vont développer une guerre et le mec, ils vont s'enrichir. Mais moi, ça me manque, ce genre de choses. Les organisations terroristes, les organisations genre Spectre et tout, c'est sympa, ok, why not. Ça fait tellement loin, c'est pas aussi proche, et ça manque un peu de crédibilité, ça manque un peu de fun, je trouve. On a eu un peu avec Dominic Green dans Quantum of Solace, qui était vraiment pas mal. Je trouve qu'en fait, c'est juste un personnage sous-exploité, parce qu'ils ont trop voulu faire trop de choses en même temps dans nos films. Mais Dominic Green aurait été plus intéressant, avec un sort de éco-terrorisme, greenwashing ou un truc comme ça. Ça aurait pu fonctionner, mais ils ont laissé tomber. Donc moi, voilà, j'ai envie d'avoir Elon Musk en méchant, par exemple. En plus, j'ai un t-shirt Tesla aujourd'hui. Ou un Jeff Bezos, mais quelque chose dans le genre, en fait, vraiment en mode venez, on refait le monde et James Bond a sauvé la Terre d'un méchant mégalomane comme ça. Petite volonté bonus, c'est la numéro 8, mais vraiment, c'est voilà, parce que c'est pour vous, c'est cadeau. J'aimerais bien voir un jeu vidéo qui sort en même temps que le film. C'est quelque chose qu'on avait dans les années 90, encore une fois. Bon, GoldenEye, c'est un peu l'exception parce qu'il est sorti 2 ans après, mais voilà. Pour GoldenEye, on a un jeu. Demain ne meurt jamais, on avait un jeu. On avait un jeu pour Le Monde ne suffit pas. Pour Meurt un autre jour, alors on n'avait pas de jeu, mais on avait Nightfire, un excellent jeu de James Bond. Pour Casino Royale, rien. Quantum of Solace, on a eu un jeu qui était Quantum of Solace et Casino Royale, ils ont un peu fait les mix des deux. Pour Skyfall, on a eu 007 Legends qui est là, que je dois tester un de ces 4, mais voilà, j'ai une liste de vidéos à faire. Je me souviens, dès que le film est sorti, on avait le jeu, on en parle et tout, oui, c'est bien, c'est pas bien et tout, mais il y a quelque chose qui accompagne. Il y a 2 possibilités actuellement. Soit le jeu qui est préparé par IO Interactive, donc les mecs de chez Hitman, ils arrivent à sortir le jeu en même temps que le film.
À voir où ça en progresse parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de news. Soit on a une autre possibilité, c'est faire des skins. Vous avez des jeux en ligne comme par exemple Fortnite, PUBG, Warzone que je joue, et vous avez des skins. Donc vous avez Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, John Wick. Et en fait, vous achetez les personnages, vous savez les packs, la machin et tout, vous payez 20 balles pour avoir un personnage, 3 armes. Et honnêtement, je pense que c'est la possibilité la plus crédible, la plus rentable et la mieux à faire. Développer un jeu de zéro, ça coûte une fortune. Le retour sur investissement n'est pas sûr parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont acheter un jeu James Bond, sauf s'il est exceptionnel. Donc c'est très 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 particulier. On a déjà vu, ils ont fait le portage sur Switch et Xbox de GoldenEye de 97. Donc sur Switch c'était de la merde, Xbox c'était pas mal, mais c'est accessible dans le Game Pass. Donc voilà, ils ont juste fait un upgrade. Il y a eu un jeu qui est sorti l'année dernière, ce qui était 007 Cypher, qui était que sur iOS, qui est passé vraiment mais sous les radars, mais un truc de ouf. J'ai joué un petit peu, j'ai prévu de faire une critique un jour aussi. Il y a eu un autre jeu que j'ai fini sur Switch, mais je le garde sous le coude parce que c'est le meilleur jeu James Bond, c'est le meilleur faux jeu James Bond auquel j'ai joué depuis des années. Faire un skin pour Warzone James Bond, ce serait le meilleur plan. Même si tu veux payer le skin 25 € ou 30 €, beaucoup de gens l'achèteraient. Tu fais des habits, par exemple, tu fais pour Warzone, le mec il est habillé en smoking, le mec il est habillé en tenue militaire comme dans GoldenEye ou comme dans No Time to Die. Tu as quelques armes, imagine, tu as le P99 avec le silence, le Walter PPK, le flingue de snipe qu'il y a dans Bon baiser de Russie, le AR-7. Vraiment un skin James Bond dans Warzone, à 25 balles, j'achète. Parce que faire un jeu de zéro qui va coûter 80 balles, retour sur investissement zéro, mais vu que c'était Activision qui avait fait les derniers jeux, ça pourrait marcher à mon avis. Un skin James Bond, ils avaient déjà fait ça pour Forza Horizon 3 si je me souviens bien. Il y avait un pack additionnel de bagnole de James Bond pour la sortie de Spectre, ça coûtait 10 balles. Maintenant il est intégré dans le Game Pass. À l'époque j'avais acheté le pack à 10 balles. C'est pas cher, ça fait plaisir, tu peux jouer avec les voitures de James Bond et c'est juste incroyable. Et je pense que c'est l'avenir de James Bond dans les jeux vidéo. C'est d'intégrer James Bond dans les jeux, ce jusqu'à ce que, à mon avis, il fasse un vrai jeu James Bond. Ou alors que ça se développe un peu plus. Mais je pense que, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes joueur. Si demain, je vous fais dans un jeu de course, par exemple, un Gran Turismo, ou des Forza, un jeu fun comme ça, comme Forza, des voitures James Bond, est-ce que vous achèteriez? Si vous jouez à Warzone ou Fortnite, s'il y avait des skins James Bond, est-ce que vous achèteriez? Moi, je sais que oui. J'achète très très peu de DLC ou de skins comme ça. J'ai acheté, je crois, 2 DLC dans ma vie. Un DLC James Bond, j'achèterais par contre. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne surtout. Je suis sur une bonne lancée depuis quasiment un mois et demi. Je fais une vidéo par semaine. J'ai un peu changé de stratégie de création de montage. Donc voilà, ça me fait plaisir. Les réponses, bah, elles sont positives. Donc voilà, et je vous dis bah, à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.